Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle matinale trading dans laquelle nous allons évoquer un certain nombre de points très importants pour la compréhension des marchés sur cette deuxième partie de semaine qui va commencer aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto, marché assez hétérogène à nouveau ce matin avec un Bitcoin qui performe. Ethereum toujours en difficulté, toujours en train de sous-performer justement BTC. Et du côté des alts, c'est assez coupé en deux. On en a certains qui s'en sortent très bien. Ce matin, c'est le TON qui prend plus 5% oui, sur les dernières 24 heures. Et à l'inverse, le RLB qui est beaucoup plus en difficulté. Alors on va tout de suite se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on va faire sur Bitcoin? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi on peut s'attendre? Eh bien personnellement, je suis positionné en short. En effet, l'objectif des 28 700 dollars a été atteint, a été retouché et on a été rejeté par ce niveau. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur du 4 heures, on a une clôture de bougie, comme vous le voyez, qui est pour moi ultra bearish et qui nous a permis par la même occasion quand même de reprendre un petit peu de liquidité au-dessus de ce niveau de résistance des 28 700 dollars. Donc, d'un point de vue purement technique, j'ai eu les confirmations que je souhaitais. Et puis en plus de ça, le mouvement de lundi après-midi, dans lequel on est allé chercher au-dessus des 30 000 dollars, nous a permis de venir stopper, enfin d'aller chercher énormément de liquidités, une grosse chasse au stop, comme on l'appelle. Et donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a plus forcément beaucoup d'intérêt à revenir travailler dans cette zone pour le moment. D'accord? En plus de ça, eh bien, avec le dernier petit pump de ce matin, enfin plutôt de cette nuit, ça nous a permis de terminer de nettoyer cette partie-là de la chart, du coup de récupérer les liquidités, les dernières liquidités qu'il y avait vers le haut. Et désormais, on va pouvoir se tourner vers des zones plus intéressantes, selon moi, en direction des 27 000 dollars, comme on a pu aussi l'observer sur l'order book. D'accord? Donc je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas là en train de vous dire allez-y, vendez. Non, je vous dis que moi personnellement, j'ai obtenu les confirmations que je souhaitais pour me positionner en short. D'accord? Maintenant, on va quand même rester très prudent, on va rester quand même très vigilant parce que il y a cette fameuse question des ETF et des échéances qui se rapprochent, des potentielles réponses qui se rapprochent, qui pourraient amener à nouveau de la volatilité sur les marchés, comme je vous en ai parlé et comme avec Théo on vous en parle plus globalement depuis un moment désormais. D'accord? Donc ça, c'est pour Bitcoin. Du côté des alts, on a aussi des choses intéressantes. Alors pour le moment, je ne vais pas forcément trop toucher à Ethereum, ok? Je le trouve un petit peu indécis, je le trouve un petit peu particulier. Là, je pense qu'il est parti un petit peu chercher de la liquidité, peut-être au-dessus des 1600 dollars, ok? Mais après, je m'attends quand même à de la continuation baissière pour suivre le mouvement de Bitcoin, tout simplement. Pour le moment, je ne m'attends pas à avoir un Ether prendre une direction inverse au BTC, sachant qu'on a une dominance de Bitcoin, je peux vous la remontrer, et qu'on a, d'ailleurs on l'a regardé quand même pas mal dernièrement, voilà, on a une dominance du Bitcoin qui est au-dessus des 52%, donc je ne m'attends pas forcément pour le moment à un switch des capitaux justement de BTC vers Ether, ok? Par contre, du côté des alts, on a des choses intéressantes. Je vais notamment surveiller le Solana sur du 1 heure. Là, on a terminé un très beau long. Moi, ce que j'aimerais, c'est cette fois-ci me positionner en short au niveau des 25 dollars pour revenir travailler sur les 20 dollars. Une zone importante qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas été totalement comblée, totalement nettoyée. Jeudi dernier, on était venu seulement partiellement dans la zone d'intérêt. Et donc, moi, je vais tout simplement aller chercher du retournement pour revenir plus bas, pardon. Évidemment, si on a une cassure et du coup voilà, un break-off structure de ces niveaux-là, il faudra envisager de la continuation haussière. Mais dans un premier temps, j'aimerais un retour et j'envisage très clairement un retour au niveau des 20,50 $, on va dire, sur le Solana. Donc je tiendrai au courant dans le serveur Discord, éventuellement si on se positionne. Ce matin, j'ai pris une petite position aussi en short sur ADA, donc en même temps, quasiment en même temps que BTC. Pour moi, setup assez intéressant sur ADA. Alors là, j'ai affiché ce TP là, mais on ira chercher plus bas. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un retracement plus important sur ADA qui est pour moi assez faible et dans une belle continuation, dans un beau setup de continuation baissier. Maintenant, attention quand même, il y a un petit peu de FVG dans ces niveaux qui
peut être récupéré, donc on va rester très prudent. Mais pour moi, un setup assez intéressant à venir travailler ici. Du côté du DYDX, malheureusement, SL. Voilà, bon, toutes les positions ne peuvent pas passer. Donc, petite perte sur le DYDX qui n'a pas du tout réagi comme on le souhaitait. C'est dommage parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'il suive un petit peu Bitcoin. Et il a été beaucoup trop faible par rapport au reste du marché, donc il n'a pas été capable de réagir. BNB qu'on a TP totalement hier après-midi, donc sur les plus bas que vous voyez ici. Il a eu un comportement un petit peu bizarre dans l'après-midi le BNB, donc j'ai préféré clôturer entièrement ma position pour jouer la sécurité, donc joli petit trade. Et puis pareil sur le Rune qui continue son retracement, donc là aussi une position qui se passe merveilleusement bien. Si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur et pour voir davantage de prises de position, encore une fois, je vous invite à aller voir ce qu'il se passe dans le serveur Discord. C'est là-bas que je vous partage l'intégralité de mes prises de position, de mes analyses. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va rester attentif à tout ça au fur et à mesure de la journée. Et puis de toute façon, on le verra dans les différents lives aujourd'hui, notamment avec la session de trading de cet après-midi, le live à 18h avec Théo. Et puis d'ailleurs, le cours du soir dans le Discord d'hier qui a été reporté à ce soir 20h. Donc pour ceux qui voudront être présents, ce sera avec plaisir. Voilà, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et évidemment, ce matin, on va reparler de l'or et du pétrole qui sont en train de nous régaler. Mais de nous régaler, les amis. Rappelez-vous, la semaine dernière, on était rentré en longue sur le gold. Et puis début de semaine, on est re-rentré à l'achat sur le gold. On est re-rentré à l'achat sur le pétrole. Et ils sont tous les deux en train de repartir à la hausse à une vitesse folle. Donc vraiment régalade totale sur ces deux assets. Je voyais ce matin pendant la matinale, il y a un des membres du Discord qui nous disait qu'il avait pris 500 euros de gains sur les 2 dernières semaines, notamment grâce au trade que j'ai envoyé sur le gold et le pétrole. Donc là voilà, je reste acheteur sur ces deux actifs. Encore une fois, on reste prudent, on reste attentif. On sait que c'est des facteurs externes énormément qui vont impacter ces deux assets. Donc je fais référence évidemment à la situation au Moyen-Orient, donc il faut rester prudent. Là, très clairement, je vous invite à sécuriser vos prises de position avec des TP partiels et des SLABE, mais pour le moment, on reste acheteur, on reste haussier sur ces deux actifs qui continuent encore et encore de s'envoler et de nous régaler. En tout cas, voilà, l'or qui au final sur l'année 2023 aura probablement, je ferai ma stat en fin d'année, mais qui sera peut-être l'actif sur lequel j'ai le mieux performé durant l'année. Donc franchement, ça fait super plaisir. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls assets qu'on va regarder sur les marchés financiers traditionnels. Je voudrais vous parler d'une action aujourd'hui, Nvidia. Nvidia, pourquoi Nvidia? Parce qu'il y a des sanctions économiques sur la fabrication de leur GPU en Chine. D'ailleurs, l'action qui a perdu 7% hier. Attention, Nvidia qui est en difficulté un petit peu ces dernières semaines, hein, enfin on voit depuis ces derniers jours plutôt, pardon. Alors on a laissé un petit peu de gap en 1 heure, c'est tout à fait possible qu'on vienne le récupérer, mais regardez, en préouverture, on est quand même encore baissier avec une préouverture qui se ferait à 433 points aujourd'hui. Et puis de toute façon, si on dézoome, hein, je vous rappelle que Nvidia, il y a toujours ce fameux gap hein, aux alentours des 350 $ qui n'a toujours pas été récupéré, un gap qui date du printemps dernier tout de même. Donc voilà, action que je vais avoir dans le viseur sur cette fin d'année. Et puis évidemment, aujourd'hui, on va être très très attentif aussi à Tesla et à Netflix qui vont publier leurs résultats, d'accord, trimestriels. Donc attention, il pourrait y avoir de la volatilité sur ces actions. Et puis ça me permet de faire la transition du coup avec les indices, puisque effectivement, la publication de ces différents résultats va potentiellement avoir des répercussions sur les indices boursiers américains, S&P 500, Dow Jones et Nasdaq principalement. Donc pour le moment, S&P 500 qui semble un petit peu bloqué aux alentours des 4300, 4400 points. Pas de réaction pour le moment, je reste en observation encore une fois. Par contre, je reste totalement baissier sur Nasdaq et Dow Jones comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, cette remontée des taux à 10 ans aux États-Unis me fait dire que les indices pourraient être vraiment dans des situations assez inconfortables dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc je reste vendeur. On ira chercher juste potentiellement une deuxième entrée en short sur le Dow Jones si celui-ci est amené à remonter vers les 34 200 points. Donc voilà ce que je pouvais dire du côté des indices. Juste pour terminer, donc sur le côté Forex, évidemment on va surveiller aujourd'hui, je vais faire le lien après, on va surveiller le DXY puisqu'on va avoir quand même sur cette deuxième partie de semaine pas mal d'hard data du côté américain, hein, notamment
notamment sur le secteur immobilier. Donc moi je m'attends potentiellement encore à une petite baisse vers les 106.018 du DXY avant une prolongation haussière. Et c'est donc la raison pour laquelle sur le marché du Forex, eh bien, je m'attends à de la continuation baissière, mais en essayant d'aller chercher des prix d'entrée un petit peu plus haut, que ça soit sur Euro USD ou sur GBP USD, pour ensuite repartir plus bas. D'accord. Donc là, on va vraiment être patient, on va vraiment attendre que nos scénarios se mettent en place. Mais pour moi, il y a des très très beaucoup à jouer sur un certain nombre de marchés en ce moment. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et puis sur le GBP AUD, on revient de nouveau en direction de nos prix d'entrée. Donc voilà, une position qui met vraiment beaucoup de temps à décoller sur le GBP AUD. Mais bon, la patience paie toujours. Donc voilà, on suit le plan, on est patient, on respecte les objectifs et voilà. Comme je vous le disais, chose importante du coup à observer sur cette deuxième partie de semaine et notamment aujourd'hui, ça va être les datas macroéconomiques, les différents catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir. Alors je vais déjà dans un premier temps revenir sur ceux qu'on a eu ce matin. Donc résultats notamment en Chine dans la nuit avec la croissance, la production industrielle et le taux de chômage. Croissance qui ralentit en Chine. Croissance qui ralentit, c'est dans la continuité de ce qu'on avait identifié la semaine dernière, hein, la situation de déflation du côté chinois, ce qui a d'ailleurs entraîné des mauvais résultats du côté de l'action LVMH. Donc voilà, une reprise vraiment très très modérée en Chine, même si voilà, on garde quand même un PIB sur un trimestre qui est correct, hein, 4,9%. Si on compare avec les pays européens, ça n'a rien à voir. Production industrielle qui se maintient à 4,5%, donc ça c'est bien. Et puis un chômage qui diminue un petit peu aussi en Chine. Donc globalement, c'est pas des très très bonnes nouvelles, mais c'est pas non plus des mauvaises nouvelles. On a une stabilisation de la situation économique chinoise qui personnellement me rassure. D'accord. Alors, c'est pas suffisant pour envisager une reprise, etc. Mais c'est plutôt rassurant pour le moment ce qui se passe. Du côté européen, par contre, ce matin, ça a été un petit peu moins rassurant dans certaines zones et notamment du côté du Royaume-Uni puisque l'inflation n'a pas diminué. Elle s'est maintenue à 6,7%. Donc, un petit peu comme aux États-Unis la semaine dernière, on s'attendait à une petite baisse qui n'est pas arrivée. D'accord. Bon. Malgré ça, sur les derniers mois, on est quand même sur une situation qui s'améliore hein, au Royaume-Uni. Alors, je vais juste bouger ma caméra parce que sinon, vous n'allez pas voir. Mais voilà, vous voyez quand même qu'on a une baisse assez importante sur les derniers mois de l'inflation au Royaume-Uni. Donc ça, c'est quand même un sacré point positif. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir faire plus. Sur l'ensemble de l'Union européenne, le consensus a été respecté avec une baisse de l'inflation à 4,3%. D'accord, contre 5,2% précédemment. Bon, voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes ces résultats. Oui, le chiffre global sur l'Union européenne diminue, mais dans la plupart des pays, l'inflation ne diminue pas aussi fortement. Donc vraiment à prendre avec des pincettes ces résultats qui me surprennent quand même un petit peu. Cet après-midi, du côté américain, beaucoup de data sur le secteur immobilier, permis de construire, mise en chantier. Et puis on aura aussi à 16h30 les stocks de pétrole brut qui seront à surveiller bien évidemment. Et surtout le fait que, encore une fois, voilà, on a beaucoup de membres du FOMC qui s'expriment cette semaine. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc attention, on est à moins de 2 semaines du prochain FOMC. On voit beaucoup de divergences dans les prises de position des différents membres du FOMC. Donc ça sera intéressant de voir comment ils vont se positionner, quelles vont être les différentes déclarations qui vont être faites durant la semaine. Et puis cette semaine qui est loin d'être terminée, hein, puisque je vous rappelle que demain et vendredi, on aura quand même des résultats aussi assez intéressants à prendre en compte, avec notamment demain l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et un discours de Jérôme Powell à 18h. Donc voilà. Gardez bien aussi à l'esprit la situation globale sur les taux terminaux de la Fed. Je vous ai partagé aussi beaucoup d'informations dans le serveur Discord sur la situation des taux à 2 ans aux États-Unis qui sont arrivés sur des plus hauts, le marché obligataire qui est en grosse difficulté. Voilà, allez voir un petit peu ce que je vous partage dans le Discord, c'est très très important en complément de ce que je vous explique ici dans les matinales. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je voudrais juste, pour terminer cette vidéo, revenir un petit peu sur la situation autour des exchanges en ce moment. Vous savez que Bybit a suspendu l'arrivée de nouveaux utilisateurs français. Binance suspend les dépôts en dollars. Cette régulation commence à me faire me poser un certain nombre de questions. Cette régulation, en fait, qui est censée être là pour protéger le consommateur, on s'en rend compte, met presque plus en danger le consommateur. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a donc un consommateur, quand il arrive dans l'écosystème crypto, qui est obligé tout de suite
de se tourner vers des écosystèmes, vers des exchanges, vers des plateformes beaucoup moins mainstream, beaucoup moins grand public, beaucoup moins facile d'accès et des fois beaucoup moins sécurisées. Donc en fait, cette volonté de réguler pour protéger le consommateur, elle commence à avoir l'effet inverse. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il ne peut plus aller sur Binance, il ne peut plus aller sur Bybit, etc., etc. Il ne peut plus aller, en fait, sur les gros exchanges qui sont pas forcément les plus safe. Je ne vous dis pas que c'est forcément safe, mais c'est les plus faciles d'accès, c'est les plus faciles à prendre en main. C'est là où le client, il va avoir un parcours client, justement, le plus intéressant, où il va éviter des erreurs de manipulation. Non, aujourd'hui, il est obligé d'aller sur des exchanges DeFi, enfin, des exchanges décentralisés ou sur des exchanges un petit peu moins connus avec un petit peu moins de volume. Et donc au final, il se met davantage en danger. Donc il faut vraiment que cette régulation elle soit mieux faite. C'est quelque chose de très très important selon moi. Parce que sinon, au final, ça va être totalement contre-productif. Donc ça, c'est très très important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et il y a une autre petite chose que je voulais rajouter, parce que voilà, avec la reprise des hostilités au Moyen-Orient, avec les différents attentats qu'il y a eu ces derniers jours, on entend à nouveau les arguments de la crypto, ça finance le terrorisme, etc. etc. Ah, il faut arrêter vraiment avec ces arguments-là. Il faut boycotter les médias qui apportent ces arguments-là. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que Al-Qaïda, en 2001, quand ils foncent dans les deux tours jumelles à New York, est-ce que cet attentat-là, il est financé grâce au Bitcoin, grâce aux crypto-monnaies? Non, parce qu'elles n'existaient pas. Donc, tout comme la mafia, tout comme tous les arguments qui sont arrivés à chaque fois, ces organisations criminelles-là, elles n'ont jamais attendu que les crypto-monnaies arrivent pour exister, pour faire du trafic, pour faire justement des crimes. Ok. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas faire d'amalgame, faut vraiment pas tout mélanger. Et puis encore une fois, on vous a déjà prouvé à longueur de temps via des études, via des calculs, etc., que la part de transactions criminelles sur les crypto-monnaies, ça représente vraiment une toute petite part de l'ensemble des transactions qui sont effectuées quotidiennement. Donc voilà, je vous dis ça. Si jamais, voilà, comme vous dit Théo, vous avez des personnes dans votre repas de famille qui commencent à vous sortir ce genre d'argument, ou même au même titre que Bitcoin, ça pollue, bon, voilà, vous savez maintenant quoi leur répondre. Je voulais terminer cette petite vidéo en faisant ces points-là qui sont quand même assez importants pour moi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve, comme je vous le disais, cet après-midi et tout au long de la journée dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.